notre dernière invitée, donc Madame la Vénérable Marie-Stella Boussemard, qui préside l'Union bouddhiste de France. Madame, vous avez la parole. Merci beaucoup. Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs les députés, donc comme on vient de vous le dire, je suis là au nom de l'Union bouddhiste de France et je tiens tout d'abord à souligner que l'Union bouddhiste de France n'est en aucun cas ni une instance dirigeante, ni une instance doctrinale par rapport à la communauté bouddhiste de France. Nous sommes une fédération qui a pour vocation de représenter les bouddhistes, mais sans plus. Et ce qui veut dire également que je ne vais pas pouvoir reporter une parole qui serait commune à tous les bouddhistes. De toute manière, ça serait impossible parce qu'il se trouve que le bouddhisme, qui est très ancien, il remonte à peu près 2600 ans, est extrêmement divers. Vous savez qu'il s'est répandu dans à peu près tous les pays d'Asie avant, à date beaucoup plus récente, ça remonte à peu près une cinquantaine d'années, de commencer à arriver en France, plus largement en Europe et en Occident. Et il se trouve que, vu l'histoire de France et de ses liens avec bon nombre de pays d'Asie, les différentes écoles du bouddhisme sont à peu près représentées en France, avec des proportions très diverses. Mais étant donné que le bouddhisme a connu une telle diffusion au cours de 2600 ans d'existence, il était déjà très divers au point de départ et ça s'est encore enrichi au fil des siècles. Ce qui veut dire que pour la question que nous abordons aujourd'hui, comme pour d'autres questions, que ce soit pour la notion même d'éthique ou des faits de société, de toute manière, en général, les prises de parole des bouddhistes seront plurielles et non pas uniques. Et vous avez peut-être pu remarquer qu'il n'y a pas eu de communiqué des bouddhistes ou de l'Union bouddhiste de France à propos de ce projet de loi, tout simplement parce que ça aurait été assez complexe à rédiger. Et alors, grosso modo, d'après le retour que nous avons pu avoir auprès des membres de notre communauté, eh bien, on retrouve chez les bouddhistes, grosso modo, le schéma qui existe dans la société française, c'est-à-dire que les citoyens français de confession bouddhiste semblent se répartir entre ceux qui seraient pour ce projet de loi, ceux qui seraient contre ce projet de loi, ceux qui ne souhaitent pas se prononcer et ceux qui n'ont pas d'opinion ou qui préfèrent ne pas l'exprimer. Parce qu'il y a également cette méconnaissance de la laïcité et de la loi de 1905, et ce qui fait qu'on entend dire que les religions n'ont pas droit à la parole. Et je dois dire que notre présence aujourd'hui démontre le contraire. Merci à vous de nous avoir invités et permis de nous exprimer. Mais l'ennui, c'est que ça s'enracine également dans l'esprit des citoyens. Et quand nous avons essayé de demander à nos amis bouddhistes, mais alors qu'est-ce que vous pensez, qu'est-ce que nous allons pouvoir dire pour représenter votre opinion? Ah non, non, en tant que citoyen, j'ai une idée, mais en tant que bouddhiste, je n'ai rien à dire. Et là, nous leur disons, mais comment vous faites pour vous diviser en deux? Parce que dès lors qu'on a choisi d'être de telle ou telle tradition, ça nous paraît quand même difficile d'avoir une opinion en tant que citoyen qui serait totalement déconnectée des autres valeurs que l'on aurait pu retenir. Donc déjà, pour vous dire la difficulté de ma position maintenant, autre difficulté, c'est que nous, on est très récents en France. Alors du coup, j'ai regardé quelque chose de plus large comme panorama. Puisque, en plus, dans le bouddhisme, on considère que y a cette notion d'interdépendance et qu'on ne peut peut-être pas non plus considérer une question fondamentale de manière qui serait trop limitée, qu'il vaut mieux essayer d'avoir une vision d'ensemble.
Et il est évident que là, nous sommes dans le cadre de l'Assemblée nationale, qu'il s'agit d'un projet de loi français. Donc pour nous, c'est effectivement à l'État et à la population d'exprimer ce qu'elle souhaite pour son pays. Il n'empêche que la France est dans le monde, se situe en Europe et plus largement dans le monde. Et donc j'ai regardé un petit peu en ce qui concerne les pays qui ont déjà légiféré à propos du mariage ouvert aux homosexuels. Il me semble qu'il y a des pays européens, qu'il y a un certain nombre d'États américains et pour le moment aucun pays asiatique. Il y a un projet au Japon, sachant que le Japon est le pays le plus occidentalisé, si j'ose dire, d'Asie. Donc il y a peut-être également là une influence intéressante à creuser. Étant donné que pour nous, le bouddhisme, ça n'est pas un scoop, nous arrive d'Asie, donc évidemment, ça nous pose quand même question le fait que jusqu'à présent, aucun pays d'Asie n'ait cru bon de prendre à bras-le-corps cette question qui est d'actualité sur le plan international et n'a pas encore légiféré. Alors du coup, nous sommes également allés puiser ce qui nous paraissait logique dans les enseignements du Bouddha. Et là, nous nous apercevons qu'en fait, le Bouddha n'a jamais parlé d'homosexualité. C'est-à-dire qu'il n'a jamais mis d'un côté les hétérosexuels et de l'autre côté les homosexuels. Ce qui fait également que quand on regarde dans la plupart des pays d'Asie, ça n'est pas que les homosexuels aient toujours eu une position très facile, n'exagérons pas, mais il n'y a jamais eu de persécution en tant que telle, pour la seule raison qu'ils auraient été homosexuels. Ça ne veut pas dire qu'ils n'aient jamais subi de pression sociale, parce que comme on l'a dit de nombreuses fois, je ne vais pas reprendre les mêmes propos, le mariage existe par contre partout. Habituellement, il est quand même considéré comme étant le vecteur social pour constituer une famille. Et même dans des pays où les homosexuels n'auraient pas été persécutés pour leurs préférences sexuelles, ils pouvaient quand même, et ils ont subi, des pressions sociales pour, en dehors de faire ce qu'ils voulaient, malgré tout, contracter un mariage au sens habituel du terme, de manière à assurer la descendance. Ce qui veut dire que cette question du mariage est effectivement très complexe, très délicate, parce qu'on ne peut pas nier sa dimension symbolique et sa dimension anthropologique. Alors pour nous, bouddhistes, c'est à nouveau un peu plus facile, en ce sens que d'une manière évidente, le mariage est un acte civil et en aucun cas un acte religieux. Il n'y a pas de sacrement du mariage chez les bouddhistes. Il y a des bénédictions faites par les religieux lors des épousailles, mais le mariage est considéré comme un contrat social qui est passé entre deux personnes et d'ailleurs très souvent entre deux familles. Ça peut être parfois d'ailleurs entre deux États, quand il s'agissait du mariage de dirigeants, du mariage de rois. Et étant donné que le mariage n'a donc aucune connotation sacrée, ça explique également que dans les pays de culture bouddhiste, la notion de séparation a toujours été conçue d'une autre manière et que, sachant qu'au cas par cas et d'un pays à l'autre, il pouvait y avoir de grandes variétés, malgré tout, ce n'est pas le bouddhisme qui va fixer les usages, c'est la culture ambiante. Et donc, la séparation, le divorce ont pu être admis et exister dans le fait depuis des centaines d'années dans les pays de culture bouddhiste. Et là, je vais, je crois, faire frémir beaucoup de personnes d'horreur ici même. Mais quand on regarde les cultures d'Asie, donc, qui est souvent donc, imprégnées par le bouddhisme, aux côtés de la monogamie, on trouve également la polygamie et la polyandrie, en général pour des raisons qui sont économiques ou également politiques. C'est-à-dire que le mariage a vraiment cette dimension sociale, économique et politique, parfois. Ce qui veut dire également qu'en tant que religion bouddhiste, tout ce que nous pouvons faire, c'est à nouveau rappeler ce que le Bouddha en a dit, c'est-à-dire qu'il invitait ses fidèles, d'une part, à respecter l'éthique et d'autre part, à respecter les lois du pays où la personne se trouvait.
On pourrait dire ça revient au même, pas tout à fait, parce qu'il arrive des cas où la loi permet des choses qui peuvent être contraires à une certaine vision éthique que l'on aurait. L'inverse peut également être vrai. Donc, selon nous, il appartient à l'État et ça veut dire finalement à la population de décider de ce qu'elle souhaite comme société actuelle. Et après, il appartient à chacun de faire appel à ses convictions, à ses croyances, pour savoir ce que lui, en tant que personne, en tant qu'individu, va faire ou ne pas faire. Et en ce qui concerne donc cette notion de mariage ouvert à des homosexuels, chez les bouddhistes, il va y avoir là vraiment deux visions différentes. Il y a ceux qui vont estimer que, après tout, c'est l'amour qui est le plus important et que du moment qu'il y a la pureté des sentiments, dans la mesure où un mariage homosexuel ne pourrait pas porter atteinte à l'ordre public, il n'y a rien à dire. Et puis, il y a ceux qui ont une autre vision de l'éthique et de ce qui pourrait être conçu comme correct ou incorrect sur le plan sexuel, qui vont dire, malgré tout, c'est vrai qu'il y a une lecture un petit peu plus détaillée de ce qui serait des conduites sexuelles qualifiées d'incorrectes, et où là, effectivement, la sodomie serait peut-être un peu en dehors. Mais là, évidemment, ça va dépendre à chacun de voir est-ce qu'il a envie ou non de respecter une telle éthique ou pas. Autrement dit, c'est vrai qu'un référendum aurait pu être une option intéressante et prendre également peut-être du temps pour un débat de société en profondeur en essayant d'évaluer les conséquences sur notre société française, mais également la conséquence sur la vie des personnes qui pourraient être amenées à contracter un tel type de mariage ou à adopter des enfants, contrairement à ce que les autres cultes ont exprimé avant nous. Chez nous, apparemment, la notion de filiation nous paraît beaucoup plus simple à régler, puisque partant de ce que l'on peut voir déjà dans la réalité des choses, il nous semble qu'au fond, n'importe quelle personne faisant preuve d'amour vis-à-vis d'un enfant pourrait remplir les critères, à condition évidemment que le bien de l'enfant reste une priorité. Mais il faut également penser que cet enfant est peut-être amené à voyager, ne va pas forcément vivre toute sa vie sur le territoire français, et qu'il faut également tenir compte de la situation qui peut exister sur le plan légal dans d'autres pays, et donc il faut vraiment peser les conséquences à court terme, à moyen terme et à long terme pour tous les intéressés, et notamment les enfants. Donc, pour conclure, ça serait de souhaiter que, puisque nous avons cette chance de vivre dans un pays où toutes les libertés de pensée et d'expression sont garanties par la Constitution, chacun puisse faire le meilleur usage possible de ces libertés dont nous avons la chance de jouir, dans le respect de l'autre, avec sagesse, avec amour et avec compassion. Merci. Merci beaucoup, madame.